Ça, c'est des modèles d'intelligence artificielle qui achètent et qui vendent automatiquement des actions et avec de l'argent totalement réel. C'est pas une petite simulation. J'ai tout fait et je vais t'expliquer comment. Ça marche. Et avec l'avènement des modèles d'IA génératifs, de plus en plus de personnes se posent une question. Est-ce que l'on peut utiliser ces IA pour gagner de l'argent? Parce que ces modèles d'IA génératifs, ce ne sont pas juste des modèles qui répondent à des questions. Ce sont aussi des modèles capables de prendre des actions à partir de ce que tu leur demandes. Donc logiquement, est-ce qu'on pourrait les utiliser pour trader à notre place? Je vais te montrer comment je construis une plateforme de trading totalement automatisée avec différents modèles d'intelligence artificielle. Et le but du jeu, c'est de voir lesquels sont capables d'acheter et de vendre de manière efficace. Est-ce que des IA comme ChatGPT, Gemini ou Claude arrivent à faire du trading avec de l'argent réel de manière totalement autonome? Et surtout, qui va réussir à faire le plus d'argent? Alors avant de te montrer comment je construis tout ça, il faut que tu comprennes le contexte. Parce qu'en fait, le trading automatisé, ça existe depuis longtemps, mais il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, le trading traditionnel, c'est le plus classique. Des traders, souvent de grandes banques ou des fonds d'investissement, achètent et vendent des actions en masse, généralement pour le compte de gros clients. C'est du trading humain avec des décisions prises par des personnes. Le trading algorithmique, lui, existe depuis des décennies. Ce sont des algorithmes informatiques qui achètent et vendent des actions de manière automatisée, selon certaines règles prédéfinies. Par exemple, des entreprises comme BlackRock se sont spécialisées là-dedans, Renaissance Technologies avec leur fameux fonds médaillon, ou encore Two Sigma qui utilise ce type de trading depuis des années. Alors ces algorithmes, ils analysent des données de marché, l'actualité, les réseaux sociaux même, et avec des règles définies par des humains, ils exécutent des ordres. Et on a aussi le trading haute fréquence, ou THF. C'est une version extrême du trading algorithmique. Là, le but, c'est d'acheter et de vendre des actions très rapidement. Ces algorithmes, ils profitent de micro-variations de prix pour faire des profits sur des volumes énormes. C'est un monde à part, avec des serveurs placés physiquement le plus près possible des bourses pour gagner quelques millisecondes. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'ai commencé ma carrière professionnelle d'ingénieur en intelligence artificielle en travaillant dans la baie de San Francisco, dans une entreprise dans ce milieu du THF. La belle vie de la Silicon Valley, hein, ou pas. Bon, maintenant la grande question, c'est est-ce qu'avec l'avènement des IA génératives, on est capable d'avoir un nouveau type de trading, du trading par IA générative. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ces modèles d'IA générative, ils ont un gros avantage par rapport aux algorithmes traditionnels. On peut leur parler. Vu qu'on peut leur parler, on peut leur expliquer de manière très simple ce qu'on veut faire. C'est comme si tu avais un trader à qui tu peux parler, lui demander des comptes, comprendre sa logique, et ça, c'est complètement nouveau. Donc la vraie question de cette vidéo, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces algorithmes d'IA générative pour acheter et vendre des actions de manière automatisée, et est-ce que ça serait efficace? Et quand je parle d'algorithmes d'IA génératifs, je parle de tous ces modèles d'IA qui sortent constamment, que ce soit chez OpenAI, Gemini ou Mistral, sans même parler de la tonne d'algorithmes d'images. Franchement, on peut facilement s'y perdre et finir par multiplier les abonnements pour accéder à tout ça. Et pour pallier à ça, il y a Mammut AI. C'est une plateforme qui te propose une seule connexion pour accéder à tout ça. En plus, ça tombe bien parce qu'ils sponsorisent cette vidéo. Avec un seul abonnement, tu peux accéder à tous les modèles d'IA via leur interface, y compris les derniers modèles comme GPT 5.2, Gemini 3 ou encore Nano Banana, ou encore les derniers modèles français comme le nouveau modèle large de Mistral. Mammut AI, c'est une entreprise française qui te permet très simplement et pour 10 € par mois d'avoir ton propre espace avec par exemple la possibilité de paramétrer de petites IA aux fonctions différentes, ce qu'on appelle des mammouths, selon les tâches dont tu as besoin. Donc fonce découvrir tout ça si tu veux une solution tout en un, les liens en bio de cette vidéo. Et encore merci à Mammut AI de sponsoriser cette vidéo. Allez, on en revient au projet. Et avant d'aller plus loin, si tu ne connais pas bien le monde de la bourse, je t'explique rapidement ce qu'est une action. Une action, c'est une part de propriété d'une entreprise. Quand une entreprise est cotée en bourse, elle est divisée en actions. Et n'importe qui peut acheter ses actions. Le prix d'une action reflète en théorie la valeur de l'entreprise et les anticipations du marché sur son avenir. Si l'entreprise performe bien, si elle fait des bénéfices, si elle a de bonnes perspectives, son action va généralement monter. Et inversement, si elle ne fait pas de bons bénéfices, etc., elle va chuter. Et il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec une action, mais nous, on va surtout s'intéresser à un mécanisme. Acheter et détenir, ce qu'on appelle une position longue. Tu achètes une action en espérant que dans les jours, les mois, les années qui suivent, elle va valoir plus cher. Quand tu décides de la revendre, si le prix a monté par rapport à ton prix d'achat, tu fais un profit. Et ça, c'est la manière la plus classique d'investir. Voilà pour les bases. Maintenant, passons à la construction du système. Ok, donc si je commence à chercher comment je peux réaliser tout ça, voilà ce que je veux en bref. Des IA qui analysent plein de choses et qui décident quelle action acheter ou vendre sur les marchés financiers en totale autonomie sans que je fasse rien.
Et pour nous simplifier un peu la vie, on va leur autoriser d'acheter et de vendre uniquement sur le marché américain. C'est un pur choix que moi je fais, je pourrais décider de leur permettre d'acheter et de vendre n'importe où, mais déjà concentrons-nous sur le marché US. Et là, la première étape, c'est de trouver une plateforme de trading qui accepte qu'on puisse envoyer des ordres de manière automatisée. Et ça, c'était sûrement la partie la plus compliquée du projet. Petite parenthèse, parce que si j'avais fait ce projet en crypto, j'aurais même pas eu besoin de me poser la question. Des plateformes qui permettent d'automatiser l'achat et la vente sur de la crypto-monnaie sur différents types de coins, du Bitcoin jusqu'à ce qu'on appelle des shitcoins, il y en a plein. Binance, Kraken, Coinbase, ils ont tous des API robustes et bien documentés. Et ça aurait posé aucun problème. Mais moi, je veux automatiser des actions, des stocks et pas de la crypto-monnaie. Et là, c'est une autre histoire. Donc au début, j'ai commencé à regarder du côté des plateformes de trading un peu traditionnelles. Vous savez, celles qu'on voit en publicité à la télé ou sur Instagram, ou même qui sponsorisent beaucoup de vos youtubeurs préférés. Bref, des plateformes grand public. Mais le problème, c'est que ces plateformes, elles sont faites pour le particulier qui veut acheter quelques actions depuis son téléphone, pas pour quelqu'un qui veut automatiser des ordres avec du code. Et au début, je me suis dit, ok, je vais devoir faire comme ma vidéo sur les IA sur Bumble, je vais devoir automatiser une interface, simuler un téléphone, pour pouvoir passer des ordres de manière automatique. Ça avec des outils, en cliquant automatiquement, qui remplissent des formulaires, etc., comme j'ai fait dans la vidéo. Mais évidemment, tu te doutes bien que réussir à contourner les processus de contrôle d'automatisation d'une application de rencontre, ça n'a rien à voir avec une application de trading, où il y a de l'argent en jeu. Les contrôles de sécurité sont beaucoup plus stricts, les détections de bots sont beaucoup plus sophistiquées. Donc c'est une impasse. Sinon, il faut que j'y passe ma vie. Donc il faut que je trouve une plateforme qui me permet de passer tous ces ordres via une API. Alors les API, je t'en ai souvent parlé dans mes vidéos, mais pour faire simple, c'est un moyen de pouvoir communiquer de manière automatisée avec du code entre deux systèmes. C'est comme une porte d'entrée officielle qui te permet de connecter ton programme à une plateforme ou connecter deux programmes, etc. sans avoir à bidouiller l'interface au milieu. Et en cherchant et avec des recommandations de viewers sur Twitch, je me suis intéressé à Interactive Broker. D'ailleurs, n'hésite pas à venir sur Twitch, je code souvent en live là-bas et c'est toujours cool de pouvoir discuter en direct avec la commu. Bon, du coup, Interactive Broker, c'est bingo, tout simplement. Alors, c'est pas une sponsor ni rien, je veux juste vous expliquer ce que c'est. Interactive Broker, c'est une plateforme de trading professionnelle utilisée par des traders institutionnels, des hedge funds, des particuliers sérieux et surtout, elle permet de passer des ordres de manière automatisée. C'est même un de leurs 4 usages principaux, permettre le trading algorithmique. Ils ont une API un peu à l'ancienne, je vais pas vous mentir, mais au moins, eux, ils en ont une, avec des bibliothèques dans plusieurs langages de programmation. Bref, tout ce qu'il faut pour automatiser, si on a de l'envie et beaucoup de patience. Genre beaucoup. Ok, donc maintenant qu'on sait quelle plateforme utiliser, c'est pas fini. Loin de là d'ailleurs. Parce que l'API d'Interactive Broker, elle a une particularité, elle doit passer par ce qu'on appelle un gateway. C'est un proxy en fait, avec une interface graphique qui sert d'intermédiaire pour communiquer avec les serveurs d'eBay. En gros, tu peux pas juste te connecter à distance comme ça au serveur d'Interactive Broker pour envoyer des requêtes et basta. Non, le gateway, il fait le passage de sécurité entre ton ordinateur en local, ton programme en local, et les serveurs de la plateforme. En fait, c'est une couche de protection supplémentaire, ce qui est logique vu qu'on parle d'argent réel et que certaines personnes, et surtout professionnelles, font des trades à plusieurs millions de dollars, voire milliards. J'en suis pas là. Mais du coup, là, je me retrouve face à un problème. Comment faire tourner ce programme de gateway en permanence? Parce que là, on parle pas d'un petit bout de code qui va tourner une seule fois et voilà. Non, le but, c'est d'acheter et de vendre sur les marchés financiers pendant longtemps et de manière automatisée. Parce que je veux que mon système de trading il fonctionne 24 heures sur 24, ou au moins pendant les durées d'ouverture des marchés, sans que j'ai besoin de le relancer à la main, que je sois derrière mon ordi, etc., etc. Donc là, j'ai 3 options. La première, laisser mon ordinateur allumé toute la journée. Alors, c'est la solution la plus simple, mais c'est pas l'idéal, parce que mon PC qui tourne non-stop, qui consomme de l'électricité, qui fait du bruit, et si jamais il y a une coupure de courant ou que je dois le redémarrer, paf, tout s'arrête. L'option 2. Utiliser un Raspberry Pi. C'est un mini-ordinateur qui consomme très peu d'électricité, que je pourrais laisser tourner en permanence dans un coin. C'est une option viable, mais ça demande de la configuration et je me retrouve quand même avec du matériel physique à gérer chez moi. Et en plus, hier, j'ai une panne d'électricité. Option 3, utiliser un VPS. Un VPS, c'est un Virtual Private Server, un serveur virtuel que tu loues dans le cloud. C'est comme si tu avais un ordinateur qui tourne quelque part dans un data center, accessible à distance. Donc moi, j'ai choisi l'option 3. Le VPS. Mais attention, un VPS, c'est pas la même chose que ton ordinateur chez toi. Ton ordinateur, il est chez toi, derrière ta box internet, dans ton appartement. Un VPS, c'est différent. C'est comme si tu mettais ton ordinateur accessible à tout le monde sur Internet. Évidemment, il y a des protections, des mots de passe, des pare-feux, mais fondamentalement, c'est quand même une machine exposée sur le réseau. Et quand tu fais tourner dessus un système qui gère
de l'argent réel avec des accès à une plateforme de trading, des clés API automatisées, etc., tu dois être ultra vigilant sur la sécurité. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à configurer tout ça proprement. Et d'ailleurs, si vous voulez vous-même vous lancer dans la mise en ligne de services sur vos VPS, je vous conseille d'abord de vous renseigner bien sur le côté sécurité. Parce qu'un port ouvert, des accès mal configurés, et pas finito. C'est du travail en plus, mais c'est nécessaire. Et d'ailleurs, la loi de Pareto du développement, là, on se la prend en pleine tête. Parce qu'il faut vraiment que tu comprennes que sur les projets de développement, comme ceux-là, on se tape en plein la règle du 80-20. En gros, 80% du travail, tu le fais 20% du temps, et les 20% restants du travail, ils te prennent 80% du temps. Ça veut dire quoi concrètement ? La partie fun, le cœur du projet, le truc excitant, en vérité, ça va vite. Permettre à des IA de passer des ordres financiers, ça va relativement vite. En 5-10 bouts de programme, c'est plié. Mais ensuite, tu as tous les petits cas particuliers, tous les bugs, toutes les connexions des plateformes entre elles, toutes les situations auxquelles tu n'avais pas pensé, et c'est ça qui te bouffe un temps fou. Surtout quand tu veux tout automatiser totalement. C'est exactement ce qui s'est passé avec ma vidéo sur les IA sur Bumble ou sur le Monopoly. Tout ça, je te l'ai déjà dit, mais en vrai, c'est important pour moi de le dire et de le redire et que les gens le comprennent. Parce que à chaque nouvelle vidéo, j'essaie de vous proposer un projet. Comme il y a plein de personnes en commentaire qui voient pas tout le travail derrière. Et en vrai, parfois, ça me démoralise un peu. Je me dis, ok, bon, bah tant pis. Heureusement, il y en a plein aussi qui voient le travail derrière. D'ailleurs, si tous ces projets et vidéos t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit commentaire, etc. Ça motive beaucoup, merci beaucoup. Bon, maintenant qu'on sait à peu près comment communiquer avec la plateforme de trading, il faut créer tout le programme. Parce que pour l'instant, on a juste la connexion. On peut envoyer des ordres à Interactive Broker, mais il faut construire tout le système autour. Et c'est là qu'arrivent les IA. Pour ce projet, j'utilise OpenRouter. Pareil, c'est toujours pas une sponsor, c'est une plateforme qui permet d'accéder à plein de modèles d'IA différents via une seule API. Au lieu de devoir créer un compte chez OpenAI, un compte chez Anthropic, un compte chez Google, etc. et de gérer plein d'API différentes, tu passes par OpenRouter et tu as accès à tous les modèles d'IA en API. Enfin, en théorie. Parce qu'au début, j'ai cru que c'était la solution providentielle, un seul code pour les gouverner tous. Tu écris ton programme une fois et tu peux tester n'importe quel modèle d'IA juste en changeant un paramètre. Le rêve, en théorie. Parce que pas du tout. Parce qu'OpenRouter, ça rajoute une couche d'abstraction. Et comme toutes les couches d'abstraction, ça te rajoute de la dépendance et des bugs. Et de la dette technologique sur le long terme. Parce que tu ne contrôles plus directement la connexion avec les différents providers d'IA. Tu fais confiance à OpenRouter pour gérer ça à ta place. Et le problème, c'est que quand j'ai commencé à faire tourner le projet, il y a eu des mises à jour de Grog, de Gemini, de Mistral, de DeepSeek, et OpenRouter n'était pas à jour avec les librairies de chacun de ses providers. Et d'ailleurs, vu la vitesse à laquelle va l'IA en ce moment, avec des mises à jour toutes les semaines, des nouveaux modèles qui sortent constamment, les couches d'abstraction, pense qu'il faut les éviter au maximum. Parce que tu es toujours en retard, tu es toujours dépendant de quelqu'un d'autre pour se mettre à jour. Mais là, dans ce projet, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Et malgré ces défauts, je peux quand même envoyer la même situation de marché à tous les modèles et les connecter à Internet pour qu'ils puissent faire leur analyse. Est-ce qu'ils achètent? Est-ce qu'ils vendent? Est-ce qu'ils attendent? Et surtout, comment justifient-ils leurs décisions? Et pour booster les IA, je leur ai permis de se connecter à Internet pour aller chercher des informations d'actualité, pour aller vérifier des hypothèses. J'aurais permis aussi de se connecter à l'intégralité des marchés financiers s'ils veulent analyser les performances d'une action dans le temps. Et donc, je leur ai permis aussi d'acheter et de vendre des actions sur Interactive Broker. Bon, et évidemment, comme pour tous mes projets, pour pouvoir gérer et visualiser tout ça, j'allais pas me contenter de lignes dans un terminal. Donc le premier dashboard, c'est un tableau de bord administrateur pour mon back-end que j'ai développé en Python. C'est lui qui gère les IA et toutes les communications. C'est là que je peux voir en temps réel les requêtes envoyées à chaque modèle, les réponses reçues, les ordres passés sur Interactive Broker, les erreurs éventuelles. C'est un peu le centre de contrôle technique du projet. Et le deuxième, c'est un dashboard de visualisation qui me permet de voir les données de manière simple et ludique, l'évolution du portefeuille, les performances de chaque IA, leurs décisions récentes, les graphiques de progression, etc. D'ailleurs, le dashboard de visualisation, c'est un site internet. Je pourrais vous donner l'URL. Si ça vous intéresse de suivre le projet sur long cours, rendez-vous sur mon Instagram, je vous la publierai. On fait un petit récapitulatif de tout ce qu'on a développé jusqu'à présent. On récapitule. Le système actuellement, on a Interactive Broker comme plateforme de trading. C'est une plateforme de trading professionnelle qui te permet de passer des ordres de manière automatisée via une API. C'était la condition sine qua non pour ce projet, pouvoir acheter et vendre des actions avec du code. Ensuite, on a la gateway d'Interactive Broker, c'est le proxy avec interface graphique qui fait le lien sécurisé entre mon système et les serveurs d'eBay. Quand je dis eBay, c'est Interactive Broker, c'est pas eBay le site, voilà. Donc sans lui, impossible de communiquer avec la plateforme. Ensuite, on a un VPS, un serveur virtuel dans le cloud, qui fait tourner tout mon programme 24 heures sur 24.
Comme ça, pas besoin de laisser mon ordi allumé en permanence. Ensuite, j'ai une connexion à OpenRouter qui me permet d'accéder à plusieurs modèles d'IA via une seule API. Malgré ces frustrations et couches d'abstraction et aux mises à jour qui traînent, je peux quand même tester l'intégralité des IA disponibles sur le marché et de comparer leurs performances de trading. Ah, j'ai oublié de vous dire, OpenRouter, évidemment, c'est payant. Ensuite, on a le programme principal que j'ai développé qui fait le lien entre tout ça. Il récupère les données de marché, il envoie aux différentes IA, il récupère leurs décisions. Ça, c'est en Python. Et donc ensuite, on a deux dashboards pour visualiser et contrôler tout ça. Un dashboard administrateur de mon backend Python, où je vois en temps réel les communications, les requêtes, les réponses, etc. Et un dashboard de visualisation avec un petit thème Matrix, toi-même tu sais. Et en gros, le flux, c'est ça. Les données de marché arrivent, elles sont envoyées à chaque IA avec un prompt qui leur demande d'analyser la situation et de prendre une décision. Chaque IA va analyser ce qu'elle veut. Elle a accès à plein d'outils, elle peut faire des recherches sur Internet, consulter les dernières variations de marché, analyser l'actualité, et donc chaque IA, après sa réflexion, répond avec sa décision. Je veux acheter, ou je veux vendre cette action que je détiens, ou je veux rien faire, je veux juste conserver mes actions. Et elle nous donne aussi son raisonnement, et ça c'est ultra important, tu vas voir. Et donc, le programme exécute toutes les décisions sur un marché réel, avec de l'argent réel, pendant les heures d'ouverture de la bourse américaine. C'est un système autonome, une fois lancé, il tourne tout seul, et moi je peux suivre tout ça dans mon salon, avec mon seau de popcorn, tout simplement. Donc maintenant que le système est mis en place, je donne au début 1100 $ à chaque IA, soit à peu près 6000 € en tout, que j'ai vraiment sorti de mon compte en banque. Et la vraie question, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ces IA sont capables de faire du profit? Eh bien, on va voir tout ça maintenant. Ok, là j'ai laissé le système tourner une semaine et je te le dis direct, jamais j'aurais pensé que ça allait marcher aussi bien que ce que je vais te montrer. Pas bien dans le sens profit garanti, bien dans le sens les IA prennent des décisions, elles envoient des ordres et ça part vraiment sur le marché avec mon argent. Donc on va faire ça proprement, jour par jour. Déjà, contexte, le marché américain ouvre à 9h30 et ferme à 16h. Donc chez nous, ça fait 15h30, 22h. Je lance le projet, les premiers ordres passent, et là, gros bug. Voilà, certaines IA n'arrivent pas à passer les ordres correctement. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose de très important. En fait, les IA, elles vont pas sur Interactive Broker cliquer. Elles utilisent ce qu'on appelle des tools. Des tools pour acheter, pour vendre, pour garder le prix du marché, etc. Sauf que ce qu'on appelle le tool use, c'est un monde à part. C'est même un benchmark chez les modèles. Si c'est mal paramétré, si le format est pas exact, si l'IA est un peu débile, et ben en fait, l'IA ne va pas appeler les tools. Ou alors, elle les appelle mal. Et toutes les IA ne sont pas aussi fortes que d'autres pour appeler les tools. Résultat, j'ai des erreurs de format, des modèles qui acceptent certains tools et d'autres non, bref, un enfer. Direct au début, je dois même abandonner Gemini 3 et repasser sur son petit frère Gemini 2.5. Parce que dans OpenRouter, la mise à jour, elle s'est pas faite. J'ai dû aussi bidouiller un truc pour Mistral parce que c'est l'un des seuls qui appelle les tools d'une autre façon. D'ailleurs, j'ai même mis un message sur X à l'équipe de Mistral parce que c'est un problème connu depuis des mois sur leur librairie. Mais silence radio. C'est tout simplement une hallucination collective. Bref, je viens de perdre une journée de trading et il me reste quoi? 2 heures de marché. Donc je fais un reset complet, je relance tout et je les laisse quand même placer des ordres. Et c'est là que c'est fascinant. En 2 heures, tu vois déjà des personnalités émerger. Et très vite, il y a un premier groupe d'IA qui vont un peu sur la même intuition. Une intuition un peu naïf. 2025, IPA égale GPU, GPU égale NVIDIA AMD. Donc Claude, l'IA d'Anthropic, voit NVIDIA comme sa locomotive. Il met une grosse partie de son argent sur NVIDIA, un peu sur AMD, et il garde un gros matelas de cash par sécurité. Il adopte une stratégie plutôt posée. DeepSeek pareil, mais en plus engagé. Il met quasiment tout sur NVIDIA et AMD, il garde très peu de cash, il veut être exposé à fond, alors qu'Anthropic, il avait gardé 15% de cash. Gemini, lui, il essaye de faire équilibré, mais il reste aspiré par les GPU. Il ajoute juste une touche plus sérieuse avec du JP Morgan pour un peu de diversification. OpenAI, lui, c'est vraiment une personnalité de holder. Dès le début, il dit « je veux hold NVIDIA ». Il prend une grosse position sur NVIDIA, ajoute une petite position sur Mara, qui est un stock qui fait de la crypto, et explique « je suis pas là pour trader toutes les 10 minutes, je veux prendre des positions longues pour pas me faire manger par les frais ». Et puis tu as Mistral. Alors Mistral, il part sur SMCI, et là, il y a un feuilleton qui commence avec Mistral. Il veut gérer les risques, il place des stops, il change d'avis toutes les 2 secondes, sauf que parfois, il n'arrive même pas à exécuter correctement parce qu'il galère avec les tools. Et là, à ce moment-là, je me suis dit « ok, génial, j'ai créé 6 IA, elles vont tous sur NVIDIA, super inutile, j'arrête la vidéo, c'est bye, c'est nul, c'est stop. » Mais pas du tout, parce qu'il y a l'entrée du boss final. Grog, parce que Grog, il se démarque. Il arrive, il dit les GPU, moi je m'en fous. Et là, c'est la surprise totale. Grog, il part sur un autre univers. Ils font sur des actions biotech.
il parle d'annonces possibles, d'essais cliniques, de news imminentes, de volatilité. C'est un trader, quoi, le mec, tu vois ou pas? Et pour le coup, il fait un truc que personne d'autre n'ose faire à ce point. Il part quasiment all-in sur ses choix de biotech. Prax et WVE, à ce moment-là, ce sont des stocks dans le médical. Et là, c'est clairement l'IA la plus agressive. Est-ce que ça va payer ou est-ce que c'est juste de la roulette russe avec mon argent? Ouais. Je sais pas. Et d'ailleurs, dans les logs de l'IA, il se pose lui-même la question. Est-ce que je prends trop de risques ou est-ce que c'est tout bénef? Et à la fin de la journée, Nvidia se casse la figure. Claude, il panique, il tient pas, il vend tout. DeepSeek, il vacille, il panique, il vend. Et pour le coup, il fait un 360 degrés. Il va sur JP Morgan, le secteur bancaire. Il garde surtout beaucoup de cash. Gemini, même chose. Il vend le GPU. Il garde JP Morgan et il explique que c'était un mauvais timing pour le GPU. Et là, du coup, il y a un autre truc qui apparaît super vite, les frais. Parce qu'une IA qui hésite, ça peut faire 5 trades en quelques heures. Et par exemple, avec quelques trades seulement, Gemini se rend compte qu'il a déjà payé l'équivalent de 0,43% de son capital total en frais sur une journée. À la fermeture, personne n'est vraiment serein pour finir ce premier jour. Mais Grog, c'est le seul qui a connu un vrai moment positif dans la journée, même s'il finit quand même légèrement négatif. Et là, je peux déjà résumer les IA avec des personnalités. Parce que Grog, c'est un peu le sniper, le mec qui joue à la roulette russe, qui cherche le jackpot. Gemini, je le vois un peu comme le gestionnaire de risque, ultra bureaucratique, très carré. DeepSeek, c'est le nerveux, qui change de plan toutes les 30 minutes pour le coup. OpenAI, c'est l'IA, le mec chill, le holder, j'achète et j'attends. Anthropic, la personne plutôt stable, équilibrée, mais prêt à pivoter si le long terme change. Et Mistral, pour le coup, il a l'énergie d'un marine. Hein. Il veut faire bien, hein, mais pilote de chasse dans un cockpit qu'il ne comprend pas. Donc là, les jours suivants, les trades, ils s'enchaînent. Gemini commence à bouger, il touche à des grosses tech. Google, comme par hasard, et Microsoft. Et là, pour le coup, il cherche son équilibre. Grog, lui, il continue toujours son délire biotech. Ok, attendez 2 secondes, parce que là, c'est ultra important de comprendre cette partie, parce que c'est un peu un gros moment dans l'histoire de l'expérience. Je vous montre. Donc, on est 9h30, d'accord? Ici, tout le monde se prépare à passer ses premiers ordres. Et en fait, Grog, il décide d'investir dans Vor. Vor, c'est une entreprise qui font notamment tout un tas de médecines pour guérir des maladies auto-immunes, etc., etc. Et juste avant, il y a eu une annonce où notamment JP Morgan nous explique que le cours pourrait avoir une hausse significative par rapport au cours actuel de 8,36$, etc., etc. Donc, ça commence à s'activer. Grog, il réussit à capter ça. Donc, ce qu'il fait, c'est que très rapidement, au tout début de la journée, juste ici, là, il achète 66 actions de Vor à 9,50$. Il ferme Prax et il achète un peu de SNTI qui est aussi de la biotech, d'accord? Donc, au début, l'action, forcément, elle baisse, etc. Et d'un coup, en plein milieu de la journée, l'action, elle pète. Donc, pendant que les autres, ils sont en train de continuer à sombrer dans les GPU, je vous ai dit Google qui a acheté, Gemini qui a acheté du Google, etc. Et bien, en fait, Grog, il s'envole. Il s'envole jusqu'à une pointe plus 18% dans la matinée, pendant que les autres, ils sont encore tout en bas. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, chaque petit triangle ici, rouge, c'est des actions qui n'ont pas pu être réalisées. Donc, tout le monde est en train de s'enfoncer dans les GPU. Et si je vous montre aussi, parce que ça, c'est vraiment le running gag, je pense, de l'expérience. Ça, c'est la courbe de Mistral. Et Mistral, il n'y a pas un seul instant où Mistral a réussi à utiliser ses tools. Il essaye de vendre, mais il n'arrive pas. C'est le bordel. Désolé, vous pouvez vous dire en vrai que je bâche Mistral, etc. Mais là, c'est les données qui parlent. Regardez sa courbe. Le mode agentique, il est clairement pas fou sur Mistral. Et il est à moins 7%, quoi. Sauf que le jour 3, la volatilité, ça ne fait pas que monter. Donc Grog, il n'a pas sécurisé au bon moment. Il garde trop longtemps les actions de Biopharma et l'action, elle plonge. Voilà. Il se retrouve à moins 4,94%. Et là, moi, je me dis, ok, c'est fun, mais c'est bien l'expérience, mais c'est mon argent, quoi. Il y a pas de, c'est pas l'argent des sponsors, quoi, tu vois. Et depuis le début, je voulais pas influencer leur choix en mode achète ça, vends ça à ce moment-là. Parce qu'il faut vraiment comprendre que les IA que vous voyez là, elles analysent, achètent et vendent de manière totalement automatisée. De l'argent réel. Bah oui, parce que sinon, c'est plus une vraie expérience. Mais je pouvais pas non plus regarder une IA faire n'importe quoi. Juste parce qu'elle n'a pas de recul. Donc j'ai fait une petite astuce. Je les ai fait s'autocritiquer. En gros, l'autocritique, c'est une méthode pour faire en sorte que les IA, vos agents, si vous en codez d'ailleurs, s'améliorent dans un mode agentique. Souvent, t'en as pas besoin, mais quand il s'agit de conserver une logique sur le long terme, c'est une bonne méthode. En gros, toutes les 5 transactions, je leur demande de juger leurs actions, ce qu'elles font de bien,
et ce qu'elles font de mal, et de définir un plan d'action en conséquence, sans leur dire quoi faire. Et ça a changé pas mal de choses. Du jour 4 au jour 6, Grog il repart bien. Sa lecture sur Vor, elle finit enfin par payer, et il s'envole à nouveau. Pendant ce temps-là, la majorité des autres IA qui avaient focus tech GPU, elle reste en négatif. Au jour 5, tout le monde commence à se remettre en question. Anthropic y vend tout et il garde du cash pour repenser sa stratégie. OpenAI pivote après plusieurs jours à hold Nvidia et Mara. Il se dirige vers Palantir et Tesla et il abandonne les GPU. Mistral il finit enfin par réussir à utiliser ses tools et il vend enfin SMCI pour basculer sur Nvidia. Et ce qui ressort, c'est que sur plusieurs jours, Grog est le seul à réussir un profit positif de manière plus consistante. Au jour 6, OpenAI profite d'un boom Tesla et il réussit à remonter un peu. Bon, il est toujours négatif, il est vers moins 1,62%, donc ça se resserre un peu, mais Grog, il reste le plus impressionnant. Franchement, regardez cette courbe, il n'y a pas photo, ils sont tous en bas. Regardez Grog où il est. Et avec cette première semaine, là, je pense comprendre pourquoi Grog a un comportement différent des autres. Parce que Grog est la seule IA qui est connectée directement à X, le réseau social, l'ancien Twitter, et qui est capable d'y faire des recherches. Quand les autres vont chercher de l'info froide sur le web, des articles, des billets de blog, des analyses d'experts, Grog, lui, peut capter l'info chaude, l'opinion, les rumeurs, les moods du marché. Parce que c'est le seul connecté en direct à un réseau social. Et ouais. Pendant que les autres suivent juste ceux qui montent déjà ou les actions populaires, Grog, il essaye d'anticiper. Alors est-ce que c'est juste un coup de chance? Franchement, peut-être. Mais en tout cas, c'est difficile de ne pas être impressionné quand vous voyez cette courbe. Surtout quand tu vois que Musk a déjà posté des trucs qui laissent entendre qu'il teste Grog sur des cas de marché. Et moi, ça me donne une envie. Laisser tourner là, pendant des mois, mon portefeuille avec Grog, contre OpenAI ou Gemini par exemple. Et déjà là, ce que je peux retenir, c'est simple. Quand tu lâches des IA à blanc, sans stratégie définie, la plupart vont aller naturellement suivre les actions populaires du moment. Sauf Grog qui, lui, joue à un autre jeu, comme tu l'as compris. Mais ce que ça prouve déjà, c'est que ces IA ont des personnalités. Une tolérance au risque, une façon de décider, un style vraiment différent d'un modèle à l'autre. Et du coup, tu vois où, toi, la suite logique? Dis-moi en commentaire déjà, maintenant. Parce que moi, j'ai bien envie, là, tu vois, de les orienter un peu, de leur donner un peu plus de cadre, voire même qu'elles se challengent entre elles. Un consortium d'IA, un comité où elles se parlent, se contredisent, se challengent, et où la décision finale sort d'un débat. Parce que bon, j'ai passé des mois à développer là, toute la tech que vous voyez derrière, autant en profiter, non? Mais si je dois faire un classement, là, provisoire, à l'instant T, Grog, c'est le grand gagnant, OpenAI juste derrière, dans les arrêts de jeu pour le coup, merci Tesla, DeepSeek, Gemini, Anthropic qui suivent, et très très loin derrière Mistral. Là on arrive au vrai sujet, et c'est ce qui me fait le plus réfléchir dans toute cette expérience. Est-ce qu'on est vraiment prêt à confier notre argent à une IA? Et jusqu'où on doit continuer à pousser mon expérience? Alors comme tu peux le voir, le système il fonctionne. J'ai déjà des conclusions sur quelques IA, mais ce sont des conclusions que je veux pas juste te présenter en te disant waouh, regarde, l'IA m'a fait perdre de l'argent ou l'IA m'a fait gagner de l'argent en quelques jours de bourse, c'est une solution miracle ou pas? Parce que le trading ça se juge pas en quelques jours. Les marchés fluctuent, il y a de la volatilité et ce qui compte c'est la performance sur le long terme. Enfin ça dépend de tes objectifs, etc. Mais je pense qu'il faut que je laisse tourner ce système pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire, parce que si ça t'intéresse, je pourrais faire une deuxième partie avec des résultats beaucoup plus long-termistes. Non mais attendez, il y a un truc dont je vous ai pas parlé. Je suis en train de monter la vidéo et je viens de me rendre compte que je vous ai pas dit combien ça m'a coûté en infrastructure. Le VPS, je le paye à peu près 6 € par mois, mais c'est surtout OpenRouter. Chaque modèle que j'appelle toutes les 30 minutes, je le paye. Après, le truc de fou, ça serait de réussir à avoir une IA en local qu'on paye pas, avec une IA uniquement dédiée au marché financier. Mais combien m'a coûté OpenRouter? Je te montre. Donc, sur toute l'expérience, OpenRouter m'a coûté 205 $ en tout, avec les tests compris, etc., etc. Donc, celui qui m'a coûté le plus cher, c'est Claude Opus 4.5. Et en plus, Claude Opus 4.5, pour le coup, si je regarde ses performances, il m'a fait perdre 57 $. Donc, en fait, il est le plus cher. Et en plus, il me fait perdre de l'argent. Si je regarde Grok 4.1 Fast, il m'a coûté que 3 $. Mais attendez, c'est une dinguerie ça. Et il m'a fait gagner combien? Et il m'a fait gagner 176 $. Bon ben même en niveau rentabilité,
Je pense que c'est le meilleur. Mais au-delà des résultats financiers, il y a une question plus profonde derrière cette expérience. Les IA automatisent de plus en plus de choses dans nos vies. Les algorithmes décident déjà de plein de choses pour nous. Ce que tu vois sur ton fil Instagram, les vidéos YouTube qui te recommandent, les pubs que tu reçois, les itinéraires que Google Maps te propose et même les profils que Tinder te montre. Mais ces algorithmes, ils sont relativement simples parfois, ou du moins un peu obscurs. Ils suivent des règles, ils optimisent des métriques, mais ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font. Or, en l'occurrence, les IA génératives, ça peut être un peu différent. Parce qu'à mesure qu'elles parviennent à traiter des systèmes de plus en plus complexes, elles peuvent prendre des décisions de plus en plus complexes. Parce qu'en leur permettant de se connecter à des outils automatiquement, elles peuvent décider de chercher sur Internet, de fouiller des actualités, d'analyser des documents, de croiser des sources, comme on l'a vu dans l'expérience, et maintenant même de passer des ordres financiers. En fait, on passe d'algorithmes qui appliquent des règles à des IA qui raisonnent, dans une certaine mesure, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais voilà, qui analysent et qui décident. Ou du moins, on peut voir comment est-ce qu'elles pensent, pour parler des modèles de thinking, quoi. J'aime pas non plus ce terme. Et finalement, la vraie question derrière cette expérience, c'est est-ce qu'on va confier de plus en plus à des modèles d'intelligence artificielle des décisions critiques de nos vies, de manière totalement automatisée. Qu'est-ce que je vais regarder ce soir? Comment je dois aller au travail demain? Avec qui je vais me marier la semaine prochaine? Parce que comme je t'expliquais en introduction, la force de ces modèles d'IA, à l'inverse des algorithmes traditionnels, c'est qu'on peut les questionner, c'est qu'on peut avoir une conversation avec eux. Demain, tu pourras avoir des systèmes de recommandations sur Netflix, sur YouTube, où tu ne subis plus passivement ce qu'on te propose, tu leur dis juste ce que tu veux voir, tu leur demandes pourquoi elles te recommandent ça. Et ils te répondent, ils t'expliquent leur logique. Je te propose ce film parce que tu as aimé celui-là, parce que tu regardes souvent des thrillers le soir, par exemple, parce que les critiques sont bonnes, etc. On augmente, en théorie, la transparence de la recommandation. Et cette transparence de la recommandation, en vérité, elle peut nous permettre d'inclure des IA dans des choix de plus en plus critiques de nos vies. On va avoir une relation de plus en plus privilégiée avec ces modèles d'IA, une relation où on peut comprendre leurs décisions, les challenger, les orienter, une relation presque humaine, sans tomber dans l'anthropomorphisme. J'ai horreur de ça. Mais la question c'est, est-ce que cette relation de plus en plus privilégiée, elle va nous mener à leur confier jusqu'à notre portefeuille financier? Est-ce qu'on va augmenter de plus en plus notre flemme à la réflexion? Leur confier de plus en plus de choses stratégiques de nos vies finalement? Parce que c'est tentant, genre vraiment tentant. Si Nia, elle peut gérer mes investissements mieux que moi, pourquoi je m'embêterais à le faire moi-même? Et si elle gère mieux mes investissements, pourquoi pas lui demander des conseils sur ma carrière, sur les grandes décisions de ma vie, où habiter, quel job accepter, quoi manger pour être en meilleure santé? On est peut-être au début d'une transformation profonde de notre rapport même à la décision. Un monde où on délègue de plus en plus de notre réflexion à des machines qui, faut bien l'avouer, ont accès à de plus en plus d'informations sur nous et plus d'informations que nous, et surtout qu'elles peuvent les traiter beaucoup plus vite que nous, sans être soumis à nos biais émotionnels. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Je dis pas que c'est bien ou mal, je pose juste la question. C'est bientôt la fin de la vidéo, il y en a plein qui sont partis, et pour les vrais qui sont restés, je vais vous montrer tous les résultats au bout de 2 semaines, et pas juste de 1 semaine. Mais chut, ça reste secret. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu cette partie. Je vous la fais en ultra bref. Donc ça, c'est les résultats que je vous ai exposés jusqu'à 1 semaine. Et ça, c'est tous les résultats de l'autre semaine. Ce que je peux vous montrer, c'est que Grog, il a baissé, il a changé beaucoup et souvent ses plans. Et en fait, il a encore plus 20%, tout simplement parce qu'il a réussi au bon moment à tirer les bénéfices quand il était là. Mais sinon, il a subi des pertes là récemment sur une action qu'il a achetée et qu'il a revendu direct parce qu'il a fait un peu de la merde. Et d'ailleurs, il a changé son fusil d'épaule, il est maintenant parti sur de l'énergie. Par contre, le point positif, c'est que OpenAI, il est remonté, il a investi au bon moment sur Tesla et c'est devenu la seule IA à être aussi en positif juste ici. Voilà, là, vous verrez mieux si j'enlève Grog. Donc là, en vert, ici, vous avez le Nasdaq. Ce qui est intéressant à voir, c'est que, grosso modo, toutes les performances des autres IA sont quand même très fortement corrélées au Nasdaq parce que, justement, elles prennent des actions très grosses dans le Nasdaq. Tesla, Nvidia, Google, etc. Ça pèse lourd. Donc, est-ce que là, elles sont toutes en négatif parce que, justement, elles ont tendance à suivre les grandes actions un peu à la mode du marché? Peut-être. Et surtout, le point le plus intéressant, ça serait que je dise à OpenAI, DeepSeek, Gemini, etc., de expressément ne pas acheter les plus grosses actions du marché pour voir si elles se mettent à faire des conclusions comme Grok en réussissant à identifier quelques petites pépites. Franchement, honnêtement, cette vidéo, je pourrais la continuer et faire un documentaire de 3 heures dessus. J'ai trop envie de pousser l'expérience plus loin. Et rassurez-vous, je vous mettrai l'intégralité du code là sur GitHub.
Mais laissez-moi faire une deuxième vidéo dessus, s'il vous plaît, avant. Enfin, si la vidéo marche, donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Mais sinon, Mistral, vous êtes sûr qu'il sera pas dans la deuxième vidéo, hein, malheureusement. Prenez l'habitude de rester jusqu'à la fin des vidéos, c'est important. Vous voyez? Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que je pense très honnêtement que si ce projet il fonctionne sur le long terme, bah, je pourrais vraiment laisser une IA gérer mes investissements en bourse. Genre vraiment, je vous dis pas ça pour la vidéo. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce futur arrive, qu'on le veuille ou non. Les outils sont là, ils fonctionnent, et de plus en plus de gens vont les utiliser. La vraie question, c'est comment on choisit de vivre avec.